Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Mighty Lady Artemis 2. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. En 2004, Big Peach Entertainment sortit Mighty Lady Artemis, une vidéo promotionnelle consacrée à leur suite actrice, autrement dit les actrices qui incarnent les héroïnes en costume. Car en effet, avec les super-héros japonais, il est très fréquent qu'ils ne soient pas interprétés par les mêmes acteurs quand ils sont en costume que quand ils sont en civil. C'est une astuce qui permet de gagner du temps en tournant les scènes en civil et en costume en même temps mais avec des équipes différentes. Et c'est aussi une précaution pour éviter ce qui s'était produit avec la première série Kamen Rider, où l'acteur s'était blessé en tournant une cascade en costume, ce qui avait nécessité d'introduire dans la série le personnage de Kamen Rider Nigo pour le remplacer pendant sa convalescence. Mighty Lady Artemis était donc une vidéo promotionnelle consacrée aux suites actrices de Big Peach Entertainment, qui incluait entre autres un court-métrage tourné pour l'occasion, dans lequel Mighty Lady affrontait un double maléfique créé par Hera. Très rapidement, Big Peach Entertainment envisagea de faire un deuxième Mighty Lady Artemis qui aurait repris les grandes lignes de ce court-métrage. Un double maléfique, les mêmes actrices pour incarner les personnages en costume et en civil, et Nami Hanada dans le rôle de Mai. Et malheureusement, Mighty Lady Artemis 2 prit rapidement des allures de développement L. La sortie était initialement prévue en avril 2005, au point qu'une jaquette, un trailer et des screenshots étaient visibles sur le site officiel, et pourtant, à la date prévue, rien n'arriva, et quelques mois plus tard, Big Peach Entertainment annonça que la sortie était décalée pour avril de la même année, afin de sortir en même temps que Lady Tairis Cobra, qui avait été tournée à peu près en même temps, et avec les mêmes actrices d'ailleurs. Mais là encore, l'hiver venu, rien n'arriva, et Big Peach Entertainment annonça que la sortie était décalée à une date encore indéfinie, puisqu'il n'était pas satisfait de certaines scènes, et désirait donc les retourner, et comme Nami Hanada se trouvait à l'époque en Nouvelle-Zélande pour le tournage de Power Rangers Mystic Force, ils étaient obligés d'attendre qu'elle revienne au pays du soleil levant. Après encore bien des tergiversations, il fut même envisagé que l'histoire serait en 3 parties au lieu de 2, une sortie fut finalement annoncée pour le 30 novembre 2006, puis reportée au 8 décembre 2006, pour enfin sortir le 2 décembre 2006. Alors, est-ce que toute cette attente nous aura valu un film de qualité? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Comme d'habitude, l'histoire commence par un monstre surgissant du sol et qui ravage la ville avant d'avaler une lycéenne qui passait par là et dont l'angoisse se lit sur son visage. Peu après, la dite lycéenne, on apprendra plus tard qu'elle s'appelle Mia, reprend connaissance alors qu'une maid est en train de tripatouiller dans son nombril. Oui, c'est ça, un plan nichon selon Big Peach Entertainment. Remboursez nos invitations. Mais tout ça n'était qu'un rêve et elle reprend connaissance et constate avec soulagement que son nombril est parfaitement normal, avant de constater avec angoisse qu'elle est en retard pour l'école. Elle part donc en coup de vent, saluant à peine sa maid personnelle qui ressemble étrangement à celle de son rêve. Elle tente ensuite de s'introduire discrètement en passant par les toits, puis par la conduite d'aération. En même temps, c'est la même actrice que Riz Cobra, vous attendiez à quoi? D'ailleurs, ce plan-là est pratiquement le même que celui-là. Elle emprunte ensuite une échelle judicieusement placée par son amie Suzuna, mais tombe sur sa prof, Mai. Parce que oui, maintenant, Mai, alias Mighty Lady, est prof dans un lycée. Prof de quoi, on ne le saura jamais d'ailleurs. Alors bon, Mighty Lady Savers, ça allait, on n'avait pas trop de mal à admettre que ça se déroulait dans la même continuité que Mighty Lady New Episode. Celui-là... ouais, ça peut encore aller à peu près, hein. Après tout, c'est pas impossible que Mai ait ensuite quitté les Savers, ou que l'équipe ait été dissoute, pour ensuite devenir enseignante. Puis en grandissant, se met à ressembler à son frère après son changement de sexe, et perdre son power-up pour retrouver son ancien costume, et ait dans sa classe 2 élèves avec le même prénom et la même tête que 2 anciens membres de Savers. Ouais, non, pour regarder les films de Mighty Lady, vaut mieux pas être trop à cheval sur la continuité.
Admirez avec quelle subtilité j'ai réussi à caser cette image. Comme cette fois Big Peach Entertainment n'avait pas le budget pour engager des figurants, les élèves de sa classe sont représentés par ce stock shot de Mighty Lady et Leopardio. Ce qui explique que Mai n'ait pas la même veste sur ce plan, et que Mia ne soit absolument pas visible dessus. Elle tente d'ailleurs d'en profiter pour piquer un roupillon, mais se fait hélas repérer par la prof. Et 1 heure de piquet plus tard, nous la retrouvons en train de faire sa gym sur le toit de l'école. Je sais pas, c'est peut-être un truc japonais. Sous le regard admiratif de Mai. C'est ce moment que choisit un monstre géant pour attaquer la ville, immédiatement repéré par Mai avec sa super Wii, puis sa super vue. Mais Mia aussi réagit à l'apparition du monstre et se met à souffrir de maux de ventre. Oh, j'aurais pas dû manger dans ce nouveau maïs de café. Après l'avoir déposé à l'infirmerie, Mai part combattre le monstre, sans se douter qu'elle est observée par Hera, ou plutôt une incrustation foireuse de Hera. Quant à savoir pourquoi ils ont recours à une incrustation si flagrante au lieu de simplement tourner la scène avec l'actrice, allez savoir. Peut-être qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là, ou peut-être qu'ils ont eu l'idée de l'inclure dans la scène après coup et qu'ils ne pouvaient pas retourner la scène telle qu'elle, parce que Nami et Nada n'étaient pas disponibles à ce moment-là, ou qu'ils n'avaient plus accès au lieu de tournage, ou que la moto était une moto de location. Allez savoir. Mais c'est vrai que le résultat fait un peu bizarre. Ah oui, encore une fois, Hera revient après avoir été tuée, et avec une nouvelle tête. Oui, je sais, j'avais déjà fait cette blague avec Mighty Lady Savers, mais ça me fait rire. Si elle se fait flasher par un radar, les flics vont faire une drôle de tête. Seulement voilà, aussitôt Mai partie, Suzuna et l'infirmière passent en mode vampire, et d'ailleurs, quelqu'un qui prendrait le film à ce moment-là croirait d'abord être tombé sur Canal+, un premier samedi du mois. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, l'actrice qui joue l'infirmière est la même qui jouait la mère de Riz Cobra dans Lady Tigress Cobra. D'ailleurs, elle porte le même pendentif et le même juste au corps sous ses vêtements. Et tant pis si dans les scènes précédentes, on voyait bien qu'elle ne portait pas de juste au corps blanc, mais des sous-vêtements normaux. Mia parvient à les mettre KO et à s'enfuir, non sans avoir enfilé des baskets au passage, et tombe en chemin sur 2 autres élèves, également en mode vampire. Et parmi lesquels on peut reconnaître Mugu qui jouait Sneki dans... J'ai dit Sneki? Ah, mais alors c'est peut-être pas des vampires mais des serpents en fait. Et puis c'est quoi cette manie qu'ont les personnages de films japonais à aller se réfugier sur les toits au lieu de s'enfuir du bâtiment? Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Cerné par les serpents à lunettes. Au passage, on a droit à une torture originale, le talon aiguille dans le nombril, ce qui active sa transformation. Du coup, Hera se transforme aussi, récupérant sa tenue de Mighty Lady New Episode, mais sa tête de Mighty Lady Savers. Tandis que les serpents à lunettes se transforment en ninjas qui font I. Malheureusement, manquant d'expérience au combat, Mia se fait capturer. Pendant ce temps, Mai affronte la pieuvre géante. D'ailleurs, ce n'est pas cette pieuvre-là qui était prévue au départ. Dans le trailer original, c'était la pieuvre de Mighty Lady Savers qu'elle affrontait. Ici, ils ont opté pour un nouveau design, dont j'apprécie l'originalité, même si le côté actrice dans un costume est encore plus flagrant que d'habitude. En particulier avec les jambes qui font pantalon. En plus d'être riche, elle utilise du scotch pour maintenir sa prise. Mai se fait malheureusement avaler par son adversaire, mais est sauvée par l'arrivée de la soubrette en mode Rambo. Malheureusement, son côté badass est quelque peu compromis par le fait qu'elle arrive en vélo. Il n'y a que dans Hurricaneer qu'arriver en vélo peut être badass. Mai peut donc s'extirper de la pieuvre, mais a perdu son masque entre-temps. Alors je comprends que l'intention de départ était de bien montrer que c'est la même actrice qui incarne le personnage en civil et en costume, mais du coup, comment elle arrive à garder une identité secrète? Je veux dire, là, tout le monde peut voir son visage, et personne ne remarque qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la prof de lycée nommée Mai. Ah non, ça peut pas être elle, elle fait 40 mètres, Mai ne fait que 1m60. Mai réussit finalement à dégommer la pieuvre à coups de Kamehameha.
Mais la soubrette a été touchée par un tentacule et se retrouve avec les circuits à l'air, car c'est une androïde. Ouais, cette soubrette est le même personnage que dans Lady Tyrese Cobra, l'androïde Marie X. Et comme dans Lady Tyrese Cobra, elle est au service d'un personnage interprété par Nami Hanada. Ouais, bon, on n'a qu'à dire que Marie X est un modèle d'androïde très répandu dans l'univers. Vous avez un nouveau message. Elle sert aussi de téléphone pour permettre à Hera de prévenir Mai qu'elle détient Mia en otage. Mia qui se fait lécher, no comment, par un cafard géant, ce qui fait apparaître son masque, qui disparaît après qu'elle soit fait avaler. C'était quoi l'utilité de lui mettre son masque alors ? Heureusement, grâce à Marie X qui fait aussi GPS, Mai est parvenue à localiser Hera et arrive à la rescousse, affrontant au passage les ninjas qui font I, et donc comme dans Lady Tyrese Cobra, les masques se transforment en épée. Après les avoir vaincus, donc si je comprends bien, elle vient de tuer 4 écolières innocentes manipulées par Hera. Ouais, bon, on va lui laisser le bénéfice du doute, si ça se trouve c'était des agents infiltrés depuis le début. Après les avoir vaincus, Mai plonge dans la gueule du loup. C'est pas un loup, c'est un cafard. C'est une expression, ce qui nous vaut une nouvelle fois le coup des masques qui apparaissent, puis disparaissent. Et finalement, le monstre les trouve un peu trop lourdes à digérer et les recrache. Mai emmène ensuite Mia avec elle pour la soigner, mais son élève est à son tour passé en mode vampire et l'attaque en cours de route. Mai réussit à la neutraliser grâce à son laser au nombril, avant de se faire avaler par le cafard géant surgi du sol. Et malheureusement, cette fois, Mai est trop affaiblie par son combat contre Mia pour parvenir à se libérer. Le monstre disparaît avec elle dans son estomac, et la première partie se termine sur ce cliffhanger. Récupérée par Marie X, Mia reprend connaissance dans une église, et ayant retrouvé la mémoire, comprend que son cauchemar était en réalité un souvenir. Elle a réellement été avalée par un cafard géant, et sauvée par les efforts conjugués de Mai et Marie X. Mais voilà comment elle arrive à garder son identité secrète. C'est pas son visage que les gens regardent en premier. Aïe. Ah, tiens, McDonald's a sponsorisé le tournage. Mais Mia n'était pas tirée d'affaire pour autant, et afin de la sauver, elles lui ont greffé un fragment du cristal de Mai. Par la suite, Mai l'a entraînée en secret, et bizarrement, Mia n'a pas trouvé bizarre que sa prof lui apprenne à combattre, ou à faire des kamehameha. Tiens d'ailleurs, cette scène-là n'a pas été tournée pour le film, mais provient en fait d'un réel entraînement des deux actrices. Parce qu'on a là un cas où la réalité imite la fiction, puisqu'en coulisses, Nami Hanada a entraîné Mia Noguchi pour les besoins du tournage. Par la suite, Mai réapparaît, transformée en vampire par Hera, et attaque toutes celles qu'elle croise pour boire leur sang. L'avantage, c'est que Mia peut la suivre à la trace, tel le petit poussé, et en profite pour soigner ses victimes, quitte à en affronter certaines d'ailleurs. Parmi les victimes, on trouve d'ailleurs Shoko Toramaide, qui était également costumière, styliste et maquilleuse sur le tournage. Mia est cependant obligée d'interrompre ses recherches pour affronter un cafard géant qui attaque la ville, ce qui nous vaut l'un des plus beaux faux raccords du film. Ouais, comme je vous l'ai dit, certaines scènes du film ont été tournées plus d'1 an après les autres. Ce qui nous vaut tout un passage où Mia a les cheveux longs. Notez le ruban dans les cheveux de Mai, qui un coup est là, un coup n'est pas là, c'est pas mal non plus. C'est un ruban de Schrödinger. D'ailleurs, l'actrice a failli avoir un accident en préparant cette scène. N'empêche que si elle était vraiment tombée, j'aurais été curieux de voir comment elle aurait expliqué ça à l'hôpital. Alors voilà, je suis tombée sur une station-service en voulant esquiver un jet de venin craché par un cafard géant. Bon d'accord, on va peut-être vous faire un scanner de la tête. Là par contre, on voit bien que le jet de poison ne part absolument pas de la bouche du monstre. Ou alors, il a vraiment une trajectoire alambiquée. On va dire que ça c'est Mia et ça c'est le cafard géant. Donc, voilà comment ils sont. Ok. Donc, le jet de poison part de là, puis fait un détour pour ensuite arriver par là.
Ouais, non, c'est des conneries. Une pieuvre géante se joint à la fête, Mia se fait avaler, et comme perdre son masque ne suffisait pas, voilà qu'elle perd aussi ses gants. Mais alors que tout semble perdu, bim, Deus Ex Machina, Mia débloque les pouvoirs de son cristal et fait disparaître les deux monstres. Ça y est, combat terminé, elle a gagné, bam. Pendant ce temps, Hera s'introduit dans le QG de Mighty Lady et Marie X se transforme pour l'affronter. Elle peut se transformer en super-héroïne. Waouh! Ah là, je suis curieux de voir le combat. Ignorant ces événements, Mia se retrouve enfin face à Mai, et on en arrive au morceau de bravoure du film, une séquence de combat de 8 minutes entre les deux héroïnes. Un combat qui commence dans la neige, et si vous saviez à quel point je les envie avec la chaleur qu'on a en ce moment... Oui, effectivement, ça doit faire mal un coup de laser au nombril dans les fesses. On les voit ensuite traverser la ville, le temps d'un plan de 10 secondes. Le pire, c'est que la maquette de ville a été conçue pour les scènes supplémentaires. Ils ont tourné cette scène de 10 secondes après coup. Ça valait vraiment la peine de la rajouter, hein? Et elle s'affronte ensuite avec des épées que Mai sort de son nombril. Ce qui fait un peu penser à certains Kamen Rider, comme Kamen Rider Black ou Kamen Rider Agito, qui sortent eux aussi leur épée littéralement de leur ceinture. Ajoutez à cela que Mai est à moto dans les deux scènes où on la voit se transformer... Henshin! Ah, ça y est, Mia est morte, les méchants ont gagné. Ah non, fausse alerte, elle a toujours toute sa tête. Alors par contre, j'ai pas bien compris si elle a juste perdu son masque ou si elle a vraiment été décapitée et que sa tête a repoussé après. En tout cas, ça marche aussi avec Mai. Ah, et puis en plus, ils sont sympas au Japon. Ils ont pensé à construire des escaliers géants pour les Kyodai héroïnes. Finalement, Mia réussit à ensevelir Mai sous une avalanche de rochers et s'apprête à lui donner le coup de grâce, mais... Du coup, c'est Mia qui se retrouve ensevelie, et Hera décide de la motiver en lui signalant qu'elle tient ses amis en otage. Allons, bon, Black Mai prend Suzuna pour une sucette maintenant. Et là, n'y tenant plus, Mia passe en mode berserk et réussit enfin à terrasser Mai. Mia Nada va me tuer en voyant cette vidéo. Mai vaincu, Mia à bout de force, Hera peut enfin passer à l'étape finale de son plan, s'emparer de leurs cristaux et les incorporer aux siens pour accroître sa puissance. Ça y est, c'est fini, les gentils ont perdu, la méchante a gagné. Non, car Marie X, qui s'est libérée on ne sait pas comment, révèle à Mia que pendant son opération, elles ont découvert que son corps avait fabriqué un cristal qui n'est encore qu'un enfant, mais qui représente leur seul espoir. Ok, Mélusine, fais-toi plaisir. Ta gueule, c'est magique. Évidemment, comme Hera a un trouble obsessionnel compulsif qui fait qu'à chaque fois qu'elle voit un cristal, elle veut l'incorporer au sien, ben elle le fait. It's a trap. Et donc, sous l'effet du cristal, Hera rajeunit, ainsi que Mai et Mia, et les trois deviennent des bébés. What the fuck? Et Mighty Lady Artemis 2 se termine donc sur Mai, Mia et Hera revenus à l'état de bébé et adoptés par Marie X. Ouais. C'était
c'était quand même un peu bizarre comme fin. Un hommage à 2001 peut-être. Mais au moins on peut pas dire que c'était prévisible. Pour le reste, c'était un très bon film. La promesse de départ est parfaitement tenue, avec des scènes de combat de qualité, menées par des actrices de choc et de charme, ce qui n'empêche absolument pas d'avoir des séquences humoristiques, et d'autres très émouvantes, et on note même une nette amélioration dans les miniatures de ville. Bon, les monstres par contre, c'est encore peu mieux faire. Comme pour Lady Tyrese Cobra, le film bénéficie de l'excellente alchimie entre les deux actrices principales, Nami Hanada et Mianoguchi. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le scénario rappelle un peu celui de Mighty Eddie Severs, puisque là aussi, Mai se trouve une remplaçante. Mais ici, ça fonctionne beaucoup mieux. Déjà, Mai transforme Mia pour lui sauver la vie, l'entraîne au combat plutôt que de l'envoyer directement au casse-pipe, et n'essaye jamais de lui forcer la main. On sent même qu'elle cherche avant tout à la protéger. Ce qui rend du coup son personnage beaucoup plus sympathique que dans Severs. En fait, la relation entre les deux personnages est presque celle entre une mère et sa fille, ce qui rend leur combat final d'autant plus tragique et poignant. Et bien sûr, il y a Keiko Nishio en Hera, qui est tout simplement parfaite. Charismatique, sadique, machiavélique. C'est bien simple, pour moi, c'est la meilleure interprète du personnage. Bon, d'habitude, j'ai un problème avec les méchants, parfois même les gentils, qui ont des plans tellement alambiqués, pratiquement des plans gigognes, avec des plans à l'intérieur des plans. Je vois les plans à l'intérieur des plans. Qui ont toutes les chances de louper si jamais le troisième figurant à gauche éternue avec une seconde de retard. Tu l'avais prévu ça? Merde! Mais là, ça fonctionne! Parce que même si son plan est extrêmement complexe et nécessite que tout un tas de facteurs soient réunis pour fonctionner, même si ça ne s'était pas passé comme prévu, dans la plupart des cas, elle aurait été débarrassée d'au moins une de ses deux adversaires. Donc techniquement, même si elle échouait, elle gagnait quand même. Tout se passe comme prévu en ne se passant pas comme prévu. Bon, à la rigueur, on regrettera un peu le côté Deus ex machina du cristal qui sauve la situation à la fin. Encore que, on avait quand même eu une petite scène dans un flashback qui nous montrait que Marie X avait découvert quelque chose dans le corps de Mia pendant son opération. Mais c'est bien le seul reproche qu'on peut adresser à Mighty Lady Artemis 2. C'est un très bon film avec de très bonnes actrices, un très bon scénar et surtout d'excellentes scènes d'action. Du coup, on est curieux de voir comment ils vont rebondir après la conclusion. Mais ça, c'est une autre histoire. Janet! La barre des 100 abonnés a enfin été franchie. Lentement mais sûrement, on se rapproche du joueur du grenier.